pour l'invitation à ce webinaire que je trouve très intéressant et qui vient dans une période très difficile et qui va répondre, à mon avis, parce que les thématiques sont très diversifiées et très intéressantes. Je remercie mes deux consoeurs qui ont brillamment exposé déjà, professeur Mouffer, les addictions et Sophie aussi de France. Donc moi, je vais enchaîner par le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Surtout, c'est un syndrome qui est devenu très à la mode ces derniers temps, même avant la pandémie du Covid-19. Donc déjà, il faut connaître ce que ça veut dire l'épuisement professionnel. Déjà, c'est un terme qui remonte à loin, qui remonte aux années 60, à 1969, qui a été déjà abordé par Harold Bradley. Et puis, dans un article où elle parlait de burn-out. Donc, le burn-out, par définition, ça veut dire quoi? Burn-out, c'est en anglais. Donc, si on fait une petite définition, signification en terminologie, c'est s'épuiser et s'user. Ça veut dire craquer à la suite de différentes tensions, différentes exigences. Si je donne l'exemple du personnel soignant, que ce soit médical ou paramédical, qui travaille actuellement au niveau des services destinés au Covid-19, c'est des personnes qui savent déjà à l'avance qu'on attend c'est une sorte de défi. Ça veut dire c'est une confrontation en continu à la mort et surtout à l'inconnu parce que c'est un virus qu'on n'arrive pas à définir jusqu'à l'heure actuelle et qu'on n'arrive pas à comprendre la physiopathologie et la psychopathologie. Et donc la métaphore que je pourrais donner par rapport à l'épuisement professionnel ou bien au burn-out syndrome, c'est l'état d'une bougie. Au début, quand on allume une bougie, donc elle arrive à éclairer toute la pièce, puis elle commence à s'éteindre petit à petit et n'offre plus qu'une flamme désuète. Ça veut dire une petite flamme qui n'arrive plus à éclairer tout l'atmosphère. Donc c'est ça l'état en gros du syndrome d'épuisement professionnel de la personne qui souffre d'épuisement professionnel. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé donc a reconnu l'épuisement professionnel dans sa révision en 2019 comme étant donc c'est une fatigue c'est le résultat qui par la suite aussi une diminution de la productivité. Ça veut dire que si c'est une personne qui était très active et qui était très rentable, donc la productivité dans son travail commence à diminuer considérablement. Alors, j'ai parlé du petit historique, donc je reviens à l'historique. Donc, c'était Bradley qui a commencé en 1969 dans un article où elle a parlé du burn-out, qui est le syndrome d'épuisement professionnel. Après, le terme du burn-out a été repris en 1974 par le psychanalyste Herbert Freudenberg, qui a bien défini comment est-ce qu'il est arrivé à bien définir le syndrome d'épuisement professionnel, donc à travers un texte que je vais vous lire en tant que psychanalyste et praticien. Donc là, c'est lui qui parle. Je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe. Leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action des flammes, nous laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. Donc, il décrit brièvement et efficacement l'évolution de l'état de l'individu ou de la personne qui souffre d'épuisement professionnel. Puis, il y a en dernier la psychologue Christina Maslach en 1976 qui a repris encore une fois la terminologie ou bien le syndrome d'épuisement professionnel.
Donc là, c'est des généralités, mais à la fin, donner des petites caractéristiques au syndrome d'épuisement professionnel chez le personnel soignant, que ce soit médical, paramédical, qui travaille actuellement au niveau des services destinés aux patients souffrant de COVID-19. Donc, il faut savoir que c'est à des degrés divers. C'est pas toutes les professions, tous les travailleurs qui sont exposés rapidement au burn-out syndrome. Donc, il y a des professions à risque. Déjà, par définition, c'est les personnes qui qui ont un contact social très développé, très important dans leur profession. Par exemple, les professionnels de santé qui sont en contact avec les gens, et aussi, je citerai aussi les enseignants, je citerai aussi les avocats, les magistrats et tout. Donc, il y a énormément de professions qui sont en contact direct avec la société ou bien avec le citoyen. Donc, les professions à risque, donc c'est les professions qui demandent beaucoup de sollicitations mentales, émotionnelles et affectives. C'est pour ça que parmi dans la psychopathologie de l'épuisement professionnel, déjà on commence à parler de l'épuisement émotionnel. Parce que quand on se donne à fond dans sa profession, si je parle du côté médical ou paramédical, donc il y a le côté affectif et émotionnel qui intervient en premier lieu. Donc, ça, c'était en première position. Aussi, quand il y a une forte responsabilité, notamment vis-à-vis d'autres personnes. Par exemple, le médecin, il a une responsabilité envers les patients. Donc, il doit donner le meilleur de lui-même, même s'il est fatigué, même s'il est saturé. Donc, il va encore se donner à fond et se forcer de plus en plus, sans tenir compte de l'étendue ou bien de l'ampleur ou bien de la gravité des conséquences de cet épuisement. Donc, il y a aussi des professions, parmi les professions à risque, les professions où il y a des objectifs impossibles ou bien très difficiles à atteindre. Donc là, c'est comme un défi, c'est comme une course contre le temps, et aussi c'est comme si la personne, elle se donne des épreuves du jour au jour. Donc, il y a aussi, dans certaines professions, il y a un déséquilibre entre les tâches accomplies et les moyens mis en œuvre. Donc, et en dernière position, donc parmi les professions à risque, c'est les professions où il y a des ambiguïtés, ça veut dire des contradictions, ou bien où il y a des conflits de notes. Donc, parmi les professions à risque, donc c'est les professions où il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences, les professions où il y a une responsabilité plus ou moins élevée, aussi où il y a un manque de moyens, etc., où les objectifs sont difficiles. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des personnes. Pourquoi dans un service, il y a des personnes qui développent le burn-out syndrome, il y a des personnes qui ne développeront pas ou jamais le syndrome d'épuisement professionnel. Donc là, il faudrait savoir qu'il y a des personnes à risque de développer le syndrome d'épuisement professionnel. En première position, c'est les personnes, qui ont des idéaux de performance et de réussite. C'est ce qu'on appelle la personne perfectionniste. C'est des personnes qui cherchent quelque chose de parfait. Donc, en général, je citerai l'exemple de personnes qui sont dans l'obsession, qui cherchent un petit peu, qui sont plus ou moins obsessionnelles. Donc, c'est des personnes qui peuvent être très perfectionnistes et qui veulent que ça soit tout parfait et tout idéal. Aussi, les personnes qui relient leurs tâches ou bien leur travail à leur estime de soi et à leur performance professionnelle. Ça veut dire que moi, je suis à la hauteur, j'ai un don quelque part dans ma profession, j'ai toujours été premier ou bien première, j'ai toujours été brillant, donc je dois donner le meilleur de moi-même, même si je suis malade, même au détriment de ma vie privée ou d'autres
chose. Donc, troisième type de personnes qui sont syndrome d'épuisement professionnel, c'est les personnes qui, je relirai aussi quelque part entre guillemets. Donc, mon exemple à ma consoeur professeur Moufaq, elle a parlé de l'addiction au travail. C'est les personnes qui sont limite addictes, très, très dépendants à leur travail et qui n'ont aucun centre d'intérêt à part leur profession ou leur travail. Ça veut dire qu'en dehors de leur travail, ils sont perdus, ils n'ont pas de centre d'intérêt, ni sport, ni amis, ni sortie, ni rien du tout. Et dernier type de personnes à risque à développer le syndrome d'épuisement professionnel, c'est les personnes qui veulent fuir leurs problèmes de la vie courante et veulent se réfugier dans leur travail. Donc, ils cherchent à s'engager de plus en plus dans leur travail. Donc, au lieu, par exemple, à la fin des heures de travail, donc, ils vont entamer, donc, régler les problèmes de la vie privée, personnelle, ou bien régler autre chose que le travail. Donc, ils vont chercher ou bien piocher encore plus de travail s'il le faut, travailler à la place de leurs collègues pour oublier ou bien pour fuir. C'est une sorte de fuite des problèmes de la vie quotidienne. Donc, comment se déclarer le burn-out syndrome? Parce que dans le diagnostic, il y a un problème de diagnostic différentiel entre la dépression, c'est ce qu'on appelle actuellement, selon la classification DSM-5, l'épisode dépressif caractérisé, et le syndrome d'épuisement professionnel. Donc, le syndrome d'épuisement professionnel, comme j'ai dit au début, que même l'Organisation mondiale de la santé et les autres psychiatres, psychanalystes ou psychologues qui ils l'ont défini comme étant faisant suite à une fatigue chronique secondaire au stress, à l'épuisement émotionnel, et tout se rattache au travail. Donc, quels seraient les symptômes du syndrome d'épuisement professionnel? Déjà, on a des signes physiques et des signes psychiques. Donc, limite, on va dire que cette personne commence à somatiser sans se rendre compte. Donc, parmi les symptômes physiques, donc là, il y a plusieurs personnes qui peuvent se reconnaître à travers ces symptômes. On peut ressentir des douleurs généralisées. On peut ressentir un rhume qui, par exemple, actuellement, on est en période d'été, on peut faire un simple rhume. On n'est pas obligé d'être atteint de Covid parce que le rhume en été existe aussi. Par exemple, si on est exposé, on continue à une forte climatisation, etc., le chaud et froid, etc. Donc, quand il existe un rhume qui ne disparaît pas, ça veut dire qu'il passe à la chronicité. Là, on doit penser aussi au syndrome d'épuisement professionnel, aussi le manque ou bien la diminution de l'attention et la concentration. Donc, c'est quelqu'un qui est distrait et qui n'arrive plus à se concentrer, que ce soit dans une discussion ou bien c'est comme si, c'est comme on dit, c'est une personne qui a la tête ailleurs. Donc, il y a aussi, donc j'ai dit, on peut avoir des gastro-entérites, donc ça peut se déclencher ou bien s'exprimer par des gastro-entérites, des douleurs généralisées, un rhume continu qui ne veut pas disparaître. Si je reviens aux signes psychiques, c'est les troubles du caractère à type d'irritabilité. C'est quelqu'un qui devient très irritable, très anxieux, où on peut plus discuter avec lui, même si c'était une personne très calme, très tolérante, etc. Donc, c'est la surcharge de travail, le fait de ne pas pouvoir s'en sortir, que les mécanismes de défense intrapsychique sont limite bloqués. Donc, il n'y a plus de communication. Par exemple, je citerai à titre d'exemple, donc, dans une étude européenne, donc il y a eu, suite au syndrome d'épuisement professionnel, on a pu répertorier au sein des couples un nombre important de divorces suite à ça. C'est l'impossibilité de communication et tout ça, c'est dû au syndrome d'épuisement professionnel, d'où la nécessité d'étiqueter ou bien de poser le diagnostic de façon précoce au tout début.
Donc, l'impatience, donc ça veut dire c'est une personne qui était très patiente, qui était à l'écoute, etc., et qui est devenue du jour au lendemain, ou bien progressivement, une personne très مقلقة بزاف, qui ما تصبرش, etc. Donc, qui n'arrive pas à contrôler ses nerfs, donc il n'y a plus le self-control. Donc, aussi, parmi les symptômes les plus importants, c'est le manque de motivation. Donc, je ne veux plus aller travailler, je n'ai pas envie, je n'ai plus envie d'aller au travail, je n'ai plus envie de quitter mon lit. Donc, pourquoi je vais partir au travail puisque c'est toujours la même chose. Par exemple, si je cite l'exemple du personnel qui travaille au service Covid, pourquoi je pars travailler puisque les citoyens à l'extérieur, le citoyen ne respecte pas les moyens de protection. Pourquoi je partirai et les citoyens croient que ce virus n'existe pas? Pourquoi je partirai et je n'arrive pas à sauver des vies? Je n'arrive plus plutôt à sauver des vies. Pourquoi je partirai alors que j'ai eu 2, 3 décès la nuit ou bien la garde précédente? Donc tout ça, donc le cumul de choses négatives et donc tout ça va contribuer à l'apparition de symptômes en faveur de l'épuisement professionnel. Donc, il faut savoir que le burn-out syndrome ou bien le syndrome d'épuisement professionnel, c'est une réponse à un stress émotionnel chronique, comme je l'ai dit au début. Donc, le côté émotionnel, affectif, il intervient aussi au niveau du travail. Donc, déjà, la première dimension, c'est l'épuisement émotionnel. Ça veut dire quoi, l'épuisement émotionnel? C'est le manque d'énergie. La personne se sent vidée de ses émotions, elle n'est plus motivée, comme je viens de dire, par son travail, alors que c'était une personne très impliquée, très active et souvent liée au stress et au travail. Donc, deuxième dimension, c'est la diminution de la productivité. Ça veut dire que la personne, elle diminue. Donc, on arrive à remarquer donc qu'il y a une nette différence entre le début, comment la personne travaillait et comment la productivité, le fait de se donner à son travail a nettement diminué. Et dernière dimension, troisième dimension, c'est la surdépersonnalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des attitudes négatives et distantes envers les patients, envers les clients, si on parle d'autres professions. Et là, puisqu'on parle des professionnels de santé, donc la surdépersonnalisation, par définition, ça veut dire que le personnel médical, paramédical devient à la limite, comment dirais-je, pas méchant, mais je dirais très négatif, distant, marginalisant, il commence à, c'est comme si il commence à exprimer sa colère intérieure et sa fatigue intérieure psychique et morale par des attitudes négatives et désagréables envers les patients. Donc, il faut savoir que le burn-out syndrome, il évolue en 4 phases. C'est pas du jour au lendemain que le burn-out syndrome ou bien le syndrome d'épuisement professionnel s'installe. Donc, il s'installe progressivement. Donc, il y a premièrement la phase d'alarme. Le stress qui persiste va entraîner l'apparition de réactions caractéristiques indiquant la présence de stresseurs. Par exemple, dans la pandémie Covid-19, le stresseur, c'est quoi? C'est la persistance de la pandémie, la persistance du virus, l'augmentation du nombre de patients atteints et, par exemple, la non-réponse au traitement et l'augmentation du nombre de décès. Deuxième phase, c'est la phase de résistance. Les stresseurs persistent malgré la disparition donc des réactions caractéristiques de la phase d'alarme. Le métabolisme s'adapte à la situation et le corps devient plus résistant. Ça veut dire que on sait très bien que le corps humain ou bien le cerveau aussi, donc il est très complexe. Le corps humain, il est très complexe et il peut s'adapter à la situation. Donc, la phase de résistance, je dirais, par exemple, par rapport au personnel soignant qui sont affectés au service COVID-19, donc elle va être plus ou moins longue ou bien parfois courte. Ça dépend de la tolérance du sujet et l'état déjà psychique
de début de la personne. Donc, la troisième phase, c'est la phase de rupture. Donc, l'exposition continue à ces facteurs de stress, le nombre augmenté de patients atteints, la continuité ou bien l'existence encore du virus. Il n'y a pas de traitement vraiment clair pour lutter contre cette pandémie et l'augmentation du nombre de décès et aussi le non-respect des moyens de protection, le non-respect du confinement des citoyens, par exemple, si je parle de l'Algérie, des citoyens algériens, tout ça, c'est des stresseurs qui vont provoquer une rupture et va entraîner la réapparition des réactions de stress relatives à la phase d'alarme. Et cette fois-ci, malheureusement, l'exposition continue, donc la rupture va entraîner des signes irréversibles, les symptômes que j'avais cités tout au début. Donc la dernière phase, c'est la phase d'épuisement. Donc c'est là où le syndrome s'installe définitivement. Donc les défenses psychologiques, comme j'ai dit au début, les mécanismes de défense seront épuisés et seront plus ou moins déréglés. Et donc émotionnellement, la personne se sent vidée, se sent malade et elle commence à vivre dans une angoisse continue. Donc, je répète pour la dernière fois, donc il y a 4 phases, c'est la phase d'alarme, la phase de résistance, la phase de rupture, puis la phase d'épuisement. Et l'installation du syndrome d'épuisement professionnel dépendra de la personnalité de la personne, des capacités d'adaptation à la situation et aussi aux facteurs de stress qui sont plus ou moins importants selon leur importance. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a 3 types de burn-out syndrome, de syndrome d'épuisement professionnel. Donc, vous allez être étonnés. Donc, tous, on croyait qu'il y avait un syndrome d'épuisement professionnel unique. Donc, non, il y a 3 types de syndrome d'épuisement. Donc, le burn-out épuisement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit cette personne, ça veut dire que le médecin, le paramédical, soit il va abandonner ou bien il fait parfaitement son travail, mais se trouve confronté à trop de stress et à trop peu de gratification. Ça veut dire que, surtout que actuellement, partout dans le monde et récemment, surtout en Algérie, puisque on parle d'Algérie, donc le personnel soignant, on les qualifie d'héros. Donc, d'héros, abtal, les الجنود البيض, etc. Donc, ils sont plus ou moins idéalisés, que ce soit par l'État et par les citoyens. Et donc, ils se sentent, même si leur travail est limité, donc ils vont se surpasser. Et donc là, c'est la forme de burn-out, épuisement. Donc, en contrepartie, donc quand on fait notre travail plus qu'il en faut, automatiquement, c'est humain, ça fait partie de l'être humain. On attend des gratifications, des remerciements, etc., de reconnaissance, et non pas le contraire. Donc, deuxième type de burn-out, c'est le burn-out classique ou frénétique. Donc, l'individu travaille de plus en plus jusqu'à l'épuisement, à la poursuite de gratification ou bien d'accomplissement pour compenser un petit peu l'étendue du stress qu'il reçoit. Ça veut dire que c'est des personnes pourquoi on l'appelle classique? C'est des personnes qui continuent à travailler malgré qu'ils sont saturés émotionnellement et mentalement. Et pourquoi? Parce qu'ils attendent des gratifications, des remerciements, un retour positif de leur entourage. Le burn-out néfaste, c'est quoi? Il apparaît non pas à cause des tensions excessives, mais à cause des conditions de travail monotones et peu stimulantes. On sait tous que au milieu de travail, tant qu'il y a des stimulations positives, etc., donc on donne mieux et de plus en plus. Mais quand ce qu'on appelle monotone, c'est la routine au travail, c'est toujours la même chose. Donc, même si c'est toujours la même chose, donc je vais avoir du mal à me lever du lit, etc. Donc, pour conclure à la fin, pour ne pas être trop longue, donc pour revenir à la pandémie Covid-19, le personnel soignant, que ce soit médical ou paramédical, qui travaille au Covid-19, donc le syndrome d'épuisement professionnel est prévisible, était prévisible et est prévisible dès le début. Donc, à mon avis, pour la prise en charge du personnel soignant, donc il faudrait faire une évaluation de l'état psychique, un accompagnement psychologique, donc mettre
à leur disposition une cellule d'écoute dès le début de la pandémie, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de ces services, donc il y a des personnes qui ont été réquisitionnées, ça veut dire qui sont affectées contre leur propre gré. Il y a des personnes qui sont loin de leur famille depuis le début de la pandémie, ça veut dire au bout de 5 mois. Donc, ça fait 5 mois qui n'ont pas été en contact avec leur famille, leurs parents, leurs conjoints, leurs enfants, etc. Donc, c'est des personnes qui sont en continu confrontées à la mort. Donc, le fait d'être confronté en continu et au quotidien à la mort, donc, automatiquement, ça va provoquer un état dépressif qui fait partie du syndrome d'épuisement professionnel. Alors, pour résumer et simplifier, je dirais que le syndrome d'épuisement, la dépression, fait partie du syndrome d'épuisement professionnel. Donc, c'est vrai que c'est un diagnostic différentiel, mais il faut savoir que le syndrome d'épuisement professionnel est beaucoup plus lourd, et surtout chez le personnel soignant médical, paramédical, qui travaille et exerce au niveau des services COVID-19, surtout au début de la pandémie, quand il y avait un manque de moyens de protection. Donc, il y avait aussi cette perplexité. Et actuellement, après 5 mois, et le nombre de patients atteints ne cesse d'augmenter. Pourquoi? Donc là, ça joue aussi sur le psychique du personnel soignant, que ce soit médical ou paramédical, qu'ils voient que les citoyens sont tout le temps dans la rue, ils sont la promiscuité, donc ils portent pas les bavettes, donc ils respectent pas la distanciation sociale qui a été très bien définie. Donc c'est très simple de lutter contre le Covid-19. Donc quand ce personnel soignant, donc en fin de journée ou bien dans sa pause, donc il regarde les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux ou bien à travers les informations, donc il voit que à l'extérieur le citoyen ne respecte pas, ça veut dire qu'il n'est pas respecté et qu'on s'en fout de lui. Je m'excuse du terme, mais limite c'est ça. Et donc ça fait partie, c'est un stress très très important qui joue sur le psychique du personnel. Donc soignant, il va se dire pourquoi. Alors pourquoi je vais me casser la tête? Pourquoi je vais me lever demain pour aller travailler? Puisque c'est comme ça, puisqu'ils veulent pas comprendre qu'on est en train de sacrifier nos familles, sacrifier nos vies pour sauver des vies. Donc voilà, donc la prise en charge du personnel soignant exerçant au niveau des services COVID-19 serait l'accompagnement psychologique dès le début jusqu'à la fin. Donc je voulais aussi, avant d'oublier, que le personnel soignant, pour fuir ou bien pour pouvoir se surpasser durant cette période, donc il commence à consommer des substances toxiques, donc des médicaments, des anxiolytiques, de l'alcool, etc., pour oublier ou bien pour pouvoir se surpasser, pour pouvoir continuer à travailler. Et donc, c'est parmi les complications. Et la complication ultime qu'on redoute, c'est le suicide, la tentative de suicide chez le personnel soignant. Donc, il faut savoir que le personnel qui est affecté au niveau des services COVID-19, ils sont isolés du monde, ils sont isolés de leur famille, etc. C'est vrai que la technologie existe, alhamdoulilah, mais le contact physique est très important. Donc, le fait de serrer son enfant, le fait de serrer son conjoint, son partenaire, son père, sa mère, son frère, sa sœur, c'est très important sur le plan émotionnel et affectif. Donc, je renvoie l'exemple à la maman après l'accouchement. Donc, le fait de serrer son enfant, donc ça aide à la montée laiteuse, etc. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai fait le tour et j'espère que j'ai été très claire. J'ai pas utilisé de diapo. Je me suis habituée à des cours magistraux parce que pour moi, on a choisi cette thématique pour la sensibilisation et pour clarifier aussi le syndrome d'épuisement professionnel qui est très important et qui est devenu très très fréquent, surtout chez le personnel soignant qui exerce actuellement au sein des services COVID-19. Je vous remercie.